et de la ponctualité, pour changer. Bonjour, bonsoir, surtout bonsoir, bonsoir Dry, et bonsoir aux gens qui sont déjà présents, en particulier Neolexec et Kate Knight, K8, K9, I don't know. En tout cas, bonsoir. Ce soir, on part pour une petite technologie watch en compagnie de Dry Paints, aka collègue de génie. On a pas mal de petits trucs pour vous. Alors oui, spoil, on devait être 3. Isis est malade. Malade de type je vais revenir, j'arrive, je vais vous... malade. Donc voilà, et donc ça impacte aussi le petit bonus qui avait été teasé, à savoir... je vais pas le dire bonus. Du tout. Bah oui, voilà, le bonus. Donc voilà, c'est postpone. C'est postpone depuis déjà environ 1 mois et demi, 2 mois. Mais ça attendra la présence d'Isis pour release ce petit cadeau. Sans plus de mots, petit changement de scène à nouveau, yes. On a, comme d'habitude, pas mal d'articles. Ça s'est un poil amélioré dans le sens où maintenant on essaie de se répartir les choses et je donne une liste pour ceux qui voudraient parler de veille techno sans savoir trop quoi présenter. Donc c'est un moyen de partager les choses et de savoir quoi présenter, même pour les plus shy, non pas shy, indécis sur les sujets ou en tout cas n'ayant pas encore un feed d'actualité sécurité assez précis. Et bonsoir Nachel et bonsoir Totoro, Oro. Bienvenue. Du coup, sans plus attendre, je pense qu'on va commencer un peu les hostilités. Donc il faut savoir que des veilles techno, je voulais en faire une il y a 2 mois de ça, il y a un mois de ça même, mais il y a eu galère, il y a eu stream temporaire, enfin stream guest avec Conda et Nishacid, c'est très sympa, malgré des galères de réseau. Bref, on a eu pas mal de couilles. On a eu pas mal de complexité technique, je veux dire, pardonnez mon langage. Et voilà, on est content en tout cas que ça reprenne, et plus avec des copains. A priori, on part sur... Je fais une moitié de mes sujets, tu fais les tiens, et on réenchaîne comme ça. Ça me va très très bien. Eh ben, c'est royal. Du coup, installez-vous, petite boisson. Juste petit test son, la musique et la voix de... Dry, vous êtes bien, très chers viewers et potentielles vieweuses. Alors j'ai pas beaucoup parlé, donc je vais parler un petit peu plus pour que vous puissiez vous faire une idée. Je suis le pire pour les intros, je suis désolé. Mais y a aucun souci. Moi je t'en veux pas du tout. Je fais juste des bisous tout particuliers à Nachel. Oh. Dry est légèrement en dessous. Alors c'est vrai, mais pour le coup, il est relativement à max dans mes niveaux et OBS. Ah, si, peut-être que Control Room... Voilà, tu peux essayer de parler. Il y a un système où normalement j'ai monté ton son. En pratique, j'ai l'impression que c'est un bouton fantôme la plupart du temps. Reparle un peu. Je parle un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de ma voix? J'espère que pour eux ce sera mieux. Et de toute façon, si ça l'est pas, c'est comme ça. Alright, ça part. Du coup, on commence par un petit rent, je sais pas comment on dit, / rent, de Lunduke, locals.com, qui dit que concrètement, la Linux Kernel Foundation passe de moins en moins de budget sur le kernel de Linux, ce qui est un peu embêtant vu le nom et vu la provenance, en particulier sur les sur les 250 millions, du coup, si je comprends bien, ils ont mis que 3,2% sur la partie dépenses du kernel. Donc là, on parle d'infra, on parle de potentiellement remercier des devs core, des choses comme ça, enfin remercier, dédommager, c'est de l'open source. Ça veut dire bien peu de choses, enfin ça veut dire beaucoup de choses dans le fait de ne pas financer, mais ça veut dire que concrètement, il y a que vraiment peu de thunes qui viennent pour le kernel. C'est embêtant quand on sait que c'est la fondation qui est censée le chapeauter, c'est embêtant quand on sait que s'ils le font pas, qui le fait, mis à part les gens et leur temps libre. Mais et ils ont dépensé ces sous sur quoi? Alors, c'est the article que j'ai lu il y a un certain temps, Linux. Ah, tu veux dire sur quoi ils ont dépensé à la place ou sur quoi dans le kernel? Moi, je m'appelle Linux, je développe un truc qui s'appelle Linux et je dépense 97% de ce que je dépense sur autre chose que Linux. Sur quoi je le dépense? Blockchain, Artificial Intelligence, Compliance Best Practices and wide variety of other projects. Il y a tous les mots-clés. Donc, ouais, il y a un peu tous les mots-clés.
En vrai, ça fait un peu sens aussi d'une certaine manière, parce que t'as un truc qui a fait les building blocks et les autres qui sont là pour faire un peu de hype et donc permettre au reste d'avancer aussi. En pratique, c'est un peu triste. Pareil, la 6-year update policy is going away, donc les systèmes de kernel, a priori, il y aura plutôt une rolling et des 4 ans maintained. Et voilà, et donc juste il y a les gens qui sont... Comment dire? Tu sais, dans les boîtes, t'as les top-bottom ou les bottom-top, où tu sais qu'il y a soit les décisions qui viennent d'en haut et qui disent on va mettre les ressources, soit des fois les employés les plus proches du travail qui disent on a besoin de ça ou on a envie que ça aille dans telle direction. Et bien sûr, il y a une concertation quand ça va bien. Bon, bah voilà, là concrètement, les gens qui ont les mains dans le cambouis, ils disent c'est bien gentil, mais kernel is under-resourced, wow, under-resourced and underfunded, which fait mal. Donc voilà, c'est vraiment juste un petit coup de gueule. Il explique un peu le pourquoi du comment. Il n'y a pas non plus beaucoup plus de détails, parce que tant qu'on n'est pas dans ceux qui gèrent le fond, c'est dommage. Bonsoir Chifou, très beau pseudo. Donc voilà, premier coup de gueule, la Linux Foundation, la Linux Kernel Foundation, complicado. Complicado pour le maintien du kernel en tout cas. Deuxième point, je repasse sur RTX. Il y a un certain temps, j'avais fait mauvaise presse en disant ouais, c'est dommage, c'est pas... Il n'y a pas encore l'autocomplétion et tout. Je m'étais clairement craqué au niveau du setup, donc c'est un mea culpa. Ça marche nickel. Vraiment, il y a l'autocomplétion, il y a 2-3 trucs à peaufiner, mais en tout cas, il n'y a pas de PR à faire avec l'intégralité des choses à gérer. Genre juste, c'est là, c'est fonctionnel, c'est quali, ça fait le taf. Ouais, je l'utilise au quotidien. Et toi, ça y est, t'as fait une migration? Ouais. Et ben, en tant que personne encore sous SDF, je te salue. Toi qui es dans le futur. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu le son, parce que moi, oui. On enchaîne sur une vidéo de Norage, qui a fait une réaction, parce qu'on avait parlé... Donc en fait, c'est une réaction sur le fait qu'il réagit au fait qu'on ait parlé d'un tool dans le stream. Ouais, c'est méta. J'avais parlé de Offsec Tools en disant « Ouais, c'est quand même pas mal, c'est intéressant ». Et il a dit « Oui, mais en fait, c'est jamais qu'un mec qui met les tools qu'il veut en avant, c'est un peu éclaté. By the way, moi j'ai fait Offsec Tools, et c'est vachement plus complet. » Donc... offsec.tools, il faut pay credit en vrai, c'est vraiment buté à faire un truc open source, community based, qui existe depuis plus longtemps, qui est franchement bien fait. C'est littéralement la même chose, sauf que c'est pas un one man project, c'est des gens, des contributeurs, et on retrouve vraiment plus le côté open source qui est nécessaire pour se faire un arsenal de l'outillage et tout. Avec le petit A de tool qui explique directement comment faire une PR. Donc si vous n'avez jamais fait, now is the right day. Je sais pas s'il y a bypass URL parser. S'il y est pas, je retire ce que j'ai dit, n'utilisez pas. Forcément, j'ai vraiment de chercher bypass sur un site d'outils de hack. Tu risques d'en trouver un paquet. Ah, il y est, incroyable. Bon, moi ça va. Du coup, c'est un très bon site. En tout cas, voilà, plutôt sympathique. Relativement bien fait, à la fois le côté l'outil, à la fois le côté petit tuto, petite explication de ce que ça fait. Donc c'est pas mal, ça vaut le coup de prendre le temps de regarder ce qu'ils ont à offrir. Genre en veille techno, se dire un petit one tool par jour ou dans vos fichiers, bash RC, ZSHRC, que sais-je, faire en sorte d'avoir un outil qui remonte de temps en temps, ça fait de la bonne doc. Ce serait marrant en vrai qu'ils sortent un module ZSH où tu as un petit plugin où tu git clone au bon endroit et chaque fois que tu pop ton shell, ça te parle d'un outil en mode est-ce que tu connaissais Et qui te raconte une blague aussi. Avec l'outil? Pourquoi pas? Tu veux dire une blague AI-based? AI-generated joke? Bonjour ChatGPT, raconte-moi une blague sur bypass URL parser. C'est ça. Celle-là, j'étais avec toi quand on l'a poké, non? Ouais. Excellent. Si tu l'avais pas présenté, je l'aurais mis dans mes liens. Je t'en prie. Vas-y. Call start. Vas-y. Ah. Bon, concrètement, on était en train de chercher un article sur quel type de ressources cloud peuvent se faire takeover autre que des S3 ou des IP2C2. Spoil, un paquet, mais on a trouvé 2-3 articles Medium qui en parlaient et ils étaient avec un paywall de type payé pour bypasser le wall. Ça m'a saoulé un peu et en regardant, il se trouve qu'il y a cette extension bypass paywalls Chrome Clean qui a un paquet de commits qui n'est pas sur les stores, vous vous en doutez. On la clone, on va dans les releases. Je sais pas s'ils ont une page de release, ceux-là. Il a été update il y a pas longtemps, il y a des fichiers qui ont été update il y a 1 minute, j'ai l'impression. Possible. Bah, tout est-il, installation, le petit télécharger le zip file à cet endroit, mettez-le au bon endroit, allez l'activer, basta.
works like a charm. Vraiment en 30 secondes, bah, ça fait des bypass de paywall assez, pas universels, mais énormes. Il y avait une liste de tous ceux qui étaient gérés. Allo list. Non. Firefox, Troubleshoot. Je profite de ce petit blanc que c'est uniquement à but éducatif. Évidemment. Et éduquez-vous en lisant des articles. Non, je pense que tout ça, c'est les sites qui sont gérés en fait. Mais je pense que vu que on n'est pas en format RAW, c'est assez dégueulasse. Le README MD, si on passe en RAW, ça donne quoi? Est-ce que c'est un peu mieux? Ouais, voilà, c'est un peu mieux. Ils n'ont pas mis des espaces, donc forcément c'était un peu cradoc. Voilà, vous voyez tous les sites dont un bypass de paywall a été implémenté. Il y en a plein aux US, il y en a plein ailleurs. Et nous, en l'occurrence... C'était Medium. C'était Medium. Et Magazine Blog, bah, Medium, nickel. Better Programming, Towards Data, nickel. Le Rugby Pass, très très intéressant et nécessaire également pour ceux qui aiment le rugby. Voilà. Coucou ma tante si tu regardes ce stream. Aucune chance. Aucune chance. En tout cas, voilà. Marche nickel, bypass de paywall, fait bien le taf, bien maintenu. Comme tu dis, beaucoup de commits, même récents. À quel point récent, t'as dit? Peut être 3 heures plus tôt. Ouais, regarde, custom, là, fixe WSJ, 3 minutes ago. 3 minutes ago? Ouais. Moi, regarde last update sur le dossier custom. Sur le dossier custom, what? Mais c'est bizarre que le 3 minutes ago soit en 3... Ah, il a fait le taf il y a 3 heures, il a push il y a 4 minutes. Incroyable. Et ben merci Magnolia de 3-4. Garde ton anonymat. C'est cool. 3 minutes ago, last update. Yes, exactement. Par curiosité, je sais pas parler ce soir. Par curiosité, Nachel, c'est... Nachel, c'est un collègue avec qui on a fait le malloc, mais en fait, c'est moi qui ai fait le malloc. Non, les projets de groupe, faut pas dire qui fait quoi. Mais lui, il faisait l'autre. Lui, c'est un gourou de SED maintenant. Ah, excellent. Et moi, je sais toujours pas l'utiliser alors qu'on a fait le projet, comme tu l'as dit, en groupe. Dommage. SED. Bon, on enchaîne sur 2 petits tools qui sont pas trop security focused, bien que assez chouettes. Cookie Cutter qui vous permet de déployer des boilerplates de plein de projets de manière ultra efficace. Un exemple de ça. L'idée, c'est de faire un ppx install Cookie Cutter et derrière Cookie Cutter déploie quelque chose. Si on regarde la doc, il me semble qu'ils ont leur process d'install. Dans Python 3, on s'en fout. Pip install Cookie Cutter, clairement, faites-le avec ppx, ce sera beaucoup plus propre. Ou Conda, mais c'est un peu old school. Et il me semble qu'ils ont un système pour lister tous les templates possibles. Ou alors c'était là-dedans directement. Special templates. Voilà, Cookie Cutter Django par exemple. Let's go. Comment est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'ils le disent? Je sais même pas si... Cookie Cutter, le repo du template en question, et ça vous déployez un petit projet au poil avec tout ce qu'il faut, avec de la CI, les .files, les ignores, les tests, les tox. Ça marche avec plein de choses. C'est juste pour faire du scaffolding de projet vraiment rapide et efficace. C'est connu, rien de bien nouveau sous le soleil. Mais une autre approche qui est assez sympa, c'est celle-là qui va avec Cruft, qui permet de gérer... Donc certes, c'est un template et je crée un projet à partir de ce template, donc le scaffolding, mais même gérer le drift par rapport à ce template de base. Ce qui veut dire que si des gens maintiennent un base project Django à jour, propre, ou Fast API, ou ce que vous voulez, il y en a en Golang, il y en a en JS, il y en a tout ce que vous voulez, et bah Cruft vous permettra de connaître le drift de votre projet par rapport au template. Donc s'ils mettent à jour la base Python, les libs, la manière de provisionner, de faire les wheels, ce que vous voulez, Cruft pourra vous dire qu'est-ce qu'il faut récupérer en tant que changement upstream. C'est un espèce de git merge amélioré pour gérer les templates. Comment ils font pour que ça casse pas? Moi, je fais un boilerplate et toi tu bosses sur ce boilerplate pour faire ton petit site web. Comment ils font pour que moi si je fais un breaking change, toi tu... C'est pour choper le drift. S'il y a des breaking change sur le template de base, il va falloir travailler, mais ce sera vachement plus simple de savoir qu'est-ce qu'ils ont changé, pourquoi, parce qu'il y a un changelog dans le template, et derrière faire ou non les modifications. Si tu te dis, bon, il y a trop de change, je vais juste mettre mes libs à jour en mineur latest,
Il y a aussi un système d'acknowledge dans Craft. Tu peux dire genre ce changement sur tel projet, j'acknowledge ce bout de diff et je veux plus le voir repop. J'ai pas Ok. poké cette feature-là, mais il me semble l'avoir vu passer. Donc c'est quand même pratique. C'est quand même pratique, quoi. Craft Update, voilà, ça te dit un peu le drift par rapport au projet et qu'est-ce que tu veux en faire. Après, je pense que tu vas pouvoir ignorer, genre, tu vas prendre certains changements et dire j'ignore tous les autres changements induits par le hash de ce commit. Un truc Ouais. comme ça. Ouais, mais ça veut dire que s'ils refont un changement sur la ligne du dessous, non? Bah ouais, mais du coup, c'est un nouveau changement. Ouais. Donc peut-être que tu veux prendre le nouveau. De toute façon, Je c'est cherche super la dur. petite Hein. bête. Hein. Il y en a partout. C'est de l'informatique. Il y a que des petites bêtes. Pareil, c'est pas de la sécu non plus, mais c'est sympa, c'est de l'open source. J'ai dû vous parler un certain nombre de fois de Photopea, qui est littéralement un Photoshop, mais open source. Et ben, ils ont sorti il y a quelques temps VectorP, qui est littéralement Adobe Illustrator, mais en open source, pareil. C'est trop cool. Les outils continuent à sortir, à se faire release. Profitez-en, ça ouvre des PSD, des AI, des XD, des ce que vous voulez. C'est trop cool que des gens se motivent à sortir des technos décentes. Tu vois, je dis c'est open source, mais je suis même pas totalement sûr. C'est gratuit, oui. Après, open source, peut-être pas en vrai. Bon. Quitte Vector Ah, P. ça de la perfection. Non. Photopea. Ah. Photopea a l'air de l'être. Online Image Editor. 2 months. Ou alors ils l'ont pris pour plus tard. Voilà, since Photopea is not fully open source, this repository serves as a place for bug report, feature request. Not fully open source. Il y a des bouts de trucs à droite à gauche, mais de base ils veulent garder quand même le gros. En même temps, vu le taf qu'il y a derrière, c'est compréhensible. C'est clair. Ouais. Alors, flattundenganst.com, c'est horrible. T'as peut-être envie de faire un shot pour la prononciation? Flakatedunangst. Ok, on a éclaté tous les deux. Très bien. Ça dépend de sa nationalité. Certes. Autre chose, il nous explique que features are fault redux. Ce qu'en vrai, je ne comprends pas forcément de la bonne manière, parce que je ne suis pas anglais natif. Mais concrètement, ce qu'il nous explique, c'est le classique. Il y a un bug toutes les 100 lignes de code, des gros projets, c'est des millions de lignes de code, faites le produit en croix. Et il fait l'apologie de il faut à tout prix qu'il y ait un programme égal une feature point barre, parce que du moment qu'en fait, il parle de la non-linéarité des features dans un programme. Si dans un programme, on a la feature de lister et la feature de télécharger des fichiers, en particulier il fait l'exemple de FTP, bah de base, on a la possibilité de chaîner les deux, et souvent c'est même built-in, que de pouvoir télécharger la liste des fichiers. C'est un exemple, il y en a beaucoup, et plus on rajoute de features, plus ça vient se combiner les uns avec les autres, et plus on a de choses comme ça, plus on a des bugs. HTTP, on a des requêtes, le pipelining, c'est cool, pipelining plus HTTP, compliqué. Là, l'exemple qu'il donne est assez génial. C'était FTP, on peut gérer des fichiers. Get, on peut faire des requêtes. Ok. Les deux sont safe. Get gère des redirections. Enfin, HTTP gère des redirections. Ok. Rediriger vers un autre handle qui arrivait à trigger le comportement du FTP fait qu'avec un pipe reboot, bah derrière, c'était géré en tant que commande. Et en fait, c'est des exemples un peu naïfs, c'est des exemples du passé, mais c'est si vrai. Le nombre de projets qui sont safe par eux-mêmes, mais qui, en fait, on est des fois des centaines, des fois des milliers à bosser sur un projet. Bien sûr qu'on peut pas savoir l'intégralité des features qui ont été développées par les autres collègues et l'intégralité des quick fix, des tricks qui ont été utilisés pour faire en sorte qu'une feature marche. Et bien sûr, les suppositions qu'on fait sur un appel, une fonction, une méthode sont, je pense, à bon 80-90% du temps erronés. Donc forcément, ça ne se passe pas comme il faut. Là, il partit du principe qu'il manipulait des fichiers. Bah, un manque de bol, il manipulait une fonction dans laquelle le open, avec un pipe quelque chose, faisait une redirection de flux et du coup, bah, ça faisait des RCE dans FTP. Dommage, pareil, CGI, c'est bien, c'est safe, ça permet d'exécuter des scripts de tout genre. On va dire, ça permet de faire en sorte qu'un shell exécute des scripts lorsqu'un utilisateur arrive sur un serveur web. Autrement dit, moi j'arrive, /cgibin / monscript.sh, ça va l'exécuter. Monscript.perl, s'il y a la bonne shebang, ça va exécuter du perl. L'idée de cette horreur, c'est de dire les CGI, c'est... On dit c'est bien, en vrai c'est discutable, mais ok.
bash c'est bien, les variables d'env c'est bien, les variables d'env et du bash accessibles depuis un CGI, c'était peut-être pas la meilleure idée, parce qu'il suffit d'avoir un problème de parsing bash, et Dieu sait qu'il y en a eu, et ça fait shell shock. Et bon, voilà, il continue avec tout un tas d'exemples sur, ça de mémoire c'était du SVG, non, photo CD, JPEG. Out of hand, code support for JPEG 2000, photo CD et sans other format dont on n'a pas grand chose à faire. The MSL Magic Scripting Language. Ok, donc yet another language. Le langage est safe, les images c'est safe. Lire des fichiers c'est safe. Faire un système de lecture de fichiers ou de ressources dans un système d'images qui peuvent se faire render et exporter, ça l'est plus. Quand vous faites un programme qui a besoin d'être safe, limitez au maximum le nombre de features par bout de code, par process, par codebase. Et au pire, faites plusieurs codebases et isolez-les autant que vous pouvez. Et on espère que ça se passera bien. Mais bon, c'est compliqué en vrai. Et il en parle pour exec, pour la gestion des signaux, pour la gestion des dub sur il me semble que c'était pour Apache ou Nginx. Not sure. Mais en vrai, article plein d'anecdotes assez marrantes. Et en vrai, lisez-le, il est très cool. Très cool. Assez austère dans la forme, mais tous les tricks évoqués sont vraiment chouettes. Ça ressemble à la méthode. Si on devait expliquer un petit peu comment des vulnérabilités se retrouvent dans du code qui à la base est plutôt safe, quoi. Complètement. Code safe, enfin soit de projets safe qui arrivent sur la même machine, soit de bouts de code safe qui arrivent dans le même projet. C'est compliqué, hein, littéralement c'est compliqué la cohabitation en fait. Alors, autre article de octogone.net qui nous propose un moyen de faire du bypass de CSP sur à peu près, pas n'importe quel, mais en tout cas des CSP relativement hardened tant qu'il y a un WordPress présent sur la machine que vous êtes en train de target. Le trick c'est très simple, relativement. Abuser, donc là il parle d'une policy qui serait script src self et object src none. Donc autrement dit, on n'a pas le droit aux objets et on a le droit d'exécuter des scripts qui sont servis par nous-mêmes. Une technique pour ça, c'est d'exploiter des JSON-P. Donc en gros, des endpoints JSON qui vont refléter un paramètre utilisateur en tant que fonction de callback côté JavaScript. C'est pas tant une faille, c'est vraiment juste là pour dire vous m'appelez, mais si vous avez besoin, je peux récupérer, reprendre la main une fois que le bout de traitement JavaScript a été fait, ou être un callback pour autre chose. En l'occurrence, il explique bien que là, on peut pas exécuter du script, sauf si... c'est quand même... Script src self, c'est pas le plus harden, mais c'est déjà pas mal. Il y a moyen de mettre rien, mais souvent on a besoin d'exécuter du JS. Et il y a moyen de mettre un système de calcul des scripts, mais pour plein de frameworks un peu vieux, on n'en est pas là, quoi. Ouais, avec des nonces, tout ça, c'est ça. Exactement. Mais clairement, on n'en est pas là, donc là, c'est déjà un bon début de hardening. Et l'idée, c'est que si on a un blog, donc sur un sous-domaine ou sur mon site /WordPress ou quelque chose, on peut aller utiliser le fait que cette propriété soit reflect pour en faire quelque chose. Sauf que, comme il l'explique, c'est reflect de manière sacrément vénère, on a le droit de donner un nom de fonction de callback. Mais avec le regex qui est là, tu as le droit juste à du nom ou un point. Et c'est tout. T'as pas le droit de mettre du JS genre eval de quelque chose. Ça, c'est KO. Sauf que il se débrouille pour descendre plus bas. En descendant plus bas, il se débrouille pour faire en sorte d'utiliser juste la syntaxe de foo égale... J'utilise un trick avec inform plus une syntaxe de choses qu'il a le droit d'écrire, mais derrière, même si ça ajoute un bout de garbage, il arrive à trigger des comportements. Et du coup, il finit par avoir un système où son bypass de JSON-P va aller m'ajouter un... Peut-être que tu as déjà ta XSS qui permet de mettre du XML, du HTML, pardon. Donc tu vas te débrouiller pour insérer un form, te débrouiller pour utiliser le JSON-P pour aller modifier un attribut et ou cliquer et trigger un comportement, et forcer derrière le trigger du form pour trigger une self-XSS. Okay. Donc en gros, tu passes d'une self-XSS qui sert pas à grand chose à j'utilise une CSP un peu trop loose
pour arriver à modifier et ajouter un form qui n'est pas du JavaScript, qui est juste du HTML, pour modifier son comportement, le trigger et trigger une self XSS. Ok. Donc voilà, given t'as un WordPress et une self XSS, ça y est, t'as une reflected XSS ou peut-être même une stored, c'est quoi? Non, une reflected a priori. Avec un petit flow qui explique que tu vas ouvrir une fenêtre, faire la petite bascule avant-arrière. Bref, c'est pas en l'expliquant à l'oral que ça a marché. Moi, il m'a un peu cassé le crâne à comprendre, surtout quand tu vois les payloads de fin. T'as vraiment un système de je prends le 3e objet du premier, de machin pour avoir la payload qui fonctionne. Et en vrai, ça fait CTF. Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup avec son système multi-step là. Bref, je trouve ça beau jeu. Petite démo, article bien fait, POC à l'appui, qui est très sympa quand on veut repro. Ça me fait penser à un chal que j'ai fait cette semaine là, où j'avais pas le droit au point, c'était un PyJail exec, j'avais pas le droit au point, donc je cherchais toutes les strings et j'avais quasiment toutes les lettres de l'alphabet, j'avais pas mal de symboles, Ouais. et donc j'arrivais à accéder au truc par les indices et ça ressemblait un peu à ça le payload à la fin. Ouais, ça. Bah, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand t'as le droit à des caractères spéciaux, mais que t'as pas le droit à certains mots-clés, tu mets ça un petit coup dans JSFuck. Ça te parle? Ouais. Ok, nice. Donc en gros, le fait de pouvoir prendre du JS et en le transformer en uniquement des côtes, apostrophes, crochets, plus, moins. Vraiment forme illisible, mais fonctionnel. La première fois que j'ai entendu parler de JSFuck, je me suis pas dit qu'un jour je l'utiliserais, puis un jour je l'ai utilisé, je me suis dit c'est trop bien JSFuck. Tu l'utilises dans quel contexte? Pour bypass des filtres. Ok, nice. Non, moi j'aime bien ça, ou sinon j'aime bien le classique, tu mets du eval de B2A, de quelque chose. En gros, tu bases 64 décodes un string que tu évales derrière. Mais ce truc, c'est que le string, t'es pas obligé de le mettre dans ta payload.js. Tu peux très bien mettre un élément. Genre, tu mets un bout de div qui va contenir, ou même un P, qui a un ID. Et derrière, tu fais getElement by ID de son ID. Et tu fais un point getText dessus. Et du coup, tu arrives à reflect le contenu que tu as injecté dans un bout de balise innocent dans un bout de JS qui lui du coup est très petit. Donc tu peux même des fois te débrouiller pour avoir un username quelque part qui reflect et faire ça. C'est bien soit ça, eval window name. Ouais, Alexa qui fait quoi? Tu débrouilles pour changer le Windows name du coup avant de faire ton eval? Parce que du coup ça veut dire qu'il faut quand même contrôler ça au préalable. Parce que soit ça, soit sinon... que tu peux réécrire un petit tag HTML où tu changes le window name et comme tu dis, tu mets ton petit payload en base 64. Ouais, window open URL. Ah oui, ouais, nice. Yes, en effet, si tu fais un window open, oui. Faut pas perdre le focus, je pense. En tout cas, profiter que ça s'évale en background. Ouais, ça le fait. De toute façon, il y a des limites techniques. Une autre que j'aime bien, c'est genre tu regardes tous les objets qui vont faire du getElement by ID ou getElement by class dans ta page. Peut-être tu mets un debug dans ton Chrome pour en looker tous les moments où ce call va passer. Donc debug, le nom de la fonction. Et tu fais next jusqu'à avoir des classes ou ID qui te parlent, ou en tout cas qui tu penses pouvoir être manipulables. Et derrière, tu fais ton injection de HTML pour faire en sorte que le JS de la page réutilise ton objet HTML, donc get by ID prenne son contenu, ou by class. Et derrière, des fois, il y a genre Misu et moi, Misu l'a eu en CVE et moi je suis arrivé un peu tard, un DOM clobbering pour, il me semble que c'était du Next, j'avais même pas regardé le framework. Genre en gros, tu peux débrouiller pour mettre un bout de HTML avec un ID spécifique qui contient un blob JSON. Dans le blob JSON, 3-4 niveaux de Nest plus loin, tu as du JavaScript. Du coup, en faisant ton ajout de texte ou de HTML dans la page, bah, tu as la page qui va toute seule s'occuper de traiter comme il se doit ton bout de JS, ton blob de JSON et ton bout de JS. Alors, on enchaîne avec une code injection dans Reportlab en Python. Je l'aime beaucoup parce que on dirait moitié une jail Python, moitié pas un browser exploit, mais je sais pas, on dirait du pawning d'AST en fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est que donc concrètement Reportlab, une lib qui fait du HTML vers PDF, le classico dont on se méfie tous. Eh oui, toute référence à des lambda sera fortement disqualifiée.
Donc, on a cette chose-là. On s'en fout un peu de qu'est-ce que c'est juste que ça fait de la conversion. Et concrètement, il explique qu'en 2019, il y avait eu moyen de reach un eval dans l'engine qui faisait le HTML to PDF qui avait été recodé. Et donc, quand on regarde le code, c'est quand même assez évolué. Hein. C'est vraiment un système avec des classes de l'interne, un truc vraiment proprement... avec une vraie naming convention, avec un vrai système de parsing propre. C'est pas de la gruge comme on a vu faire. Il y a vraiment de l'engineering qui a été mis derrière. Et là où c'est dommage, c'est qu'ils ont trouvé un système, les méchants pirates, pour bypasser le patch original. Et la payload finale, dans le bug déjà... Safe eval is described as earlier sanitized environment variable from all the root function. Donc ils disent bien que le safe eval, c'est juste du eval dans lequel ils ont essayé de nettoyer. Voilà, ou de rendre inaccessible. Pourquoi pas? Et donc là, ils disent que vu... Attends. Classe. C'est un peu une métonymie, safe eval, non? Joli. Est-ce qu'un eval, par définition, c'est pas un peu unsafe? Ça dépend. Si tu évales une expression, ça va. Si tu évales du code, non. En soi, des choses qui vont faire un parsing lexical de 4 plus 2 moins 5, tu vas évaluer le contenu, mais tu auras un parsing... Ouais. Scripting versus code. Enfin, genre, est-ce que tu as une expression ou est-ce que tu as du code, quoi. Mais bon. Bon, j'ai plus le détail, mais concrètement, ils expliquent qu'il y a une classe qui va bien, qui, quand tu l'appelles getAtr dessus, tu arrives à récupérer le bon attribut nécessaire, qui est le code du contenu de ce qui va être appelé, et avec des shenanigans, mais genre vraiment des shenanigans, ils finissent par combiner deux types de bugs et de quirks bizarres pour arriver à faire la payload ultime. Le final exploit qui est un type de orc type fun de je sais pas quoi. Et une fois qu'il la condense, il me semble il donne le POC final. Voilà, donc dans le PDF, il faut qu'on ait du contenu et une fonte qui contienne un triple array d'un bout de get attribut de words de global qui require OS d'une manière un peu custom parce qu'on est dans un contenu déjà particulier dans le getAtr pour arriver derrière à faire une espèce de triple liste en compréhension qui inclut des lambdas pour genre juste je ne peux pas l'expliquer avec des mots compréhensibles, mais le sploit est incroyable de what the fuckisme. C'est plein de petits tricks compréhensibles mais qui une fois chaînés ensemble rendent la payload vraiment complexe. Donc je voulais lui faire honneur. Franchement j'ai pas fait honneur vu la manière de le présenter, mais vraiment il y a une première partie de getAtr pour arriver à choper ce qu'on veut exécuter. Et derrière, tu as la liste en compréhension pour arriver à trigger les bonnes fonctions qui vont invoquer l'exécution de code. C'est du génie, c'est vraiment chez Pair. Je pense que, vu la complexité du bypass, il doit y avoir un patch tout aussi sympathique et potentiellement d'autres bypass dans le futur. Genre à moins qu'ils aient droppé la feature quand on arrive là. Ouais, Nolex. Nice. Clairement, c'est nice. Je le redis au cas où. Tous les liens qu'on voit seront bien sûr mis dans la description des replays, as usual. Alors, exploiting HTTP parser inconsistency. J'ai trouvé génial. Clairement, let's be honest, je l'ai pas lu en entier parce qu'il n'a pas forcément vocation d'être lu en entier. C'est plutôt, enfin vous pouvez, hein, mais à mon sens, c'est plutôt, il est un blog particulièrement long. Bon, il y a beaucoup d'articles longs, mais ça vaut le coup quand même. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, il a vraiment pas fait un tableau de 2 entrées, mais on n'en est pas loin entre quel serveur j'ai en frontal et quel serveur j'ai derrière, et qu'est-ce que je peux faire. En fait, il y a plein de reprises, on m'a dit oui, il a lu pourquoi tu fais des points, virgule slash partout, pourquoi tu fais des points, %09, %f partout. C'est ça la raison. C'est juste qu'il y a des gens qui s'amusent à faire l'étude de si je mets tel front, tel back, tel reverse proxy, machin, comment est-ce que c'est parsé. Il y a tellement de parseurs, tellement de langages, tellement de frameworks qui gèrent des URL ou du parsing HTTP de manière différente que c'est super dur. Et en fait, il a fait un début de Bible, ou en tout cas One of Many, qui explique un peu qu'est-ce qu'on peut bypass quand il y a quoi et quoi. Et donc il a pris un Nginx et il a mis différents trucs derrière. Il s'est mis son petit lab et il a commencé à observer suivant ce qu'il blastait, donc aussi bien dans les passes que dans les verbes, que dans les smuggling, que dans la gestion des encodings. Il sort un peu de tout.
Et donc voilà, supposez qu'on ait un Nginx avec un Flask derrière, bah, il explique que si on a ou non un leading slash, ça peut foutre le bordel, que derrière on peut quand même se débrouiller pour atteindre certaines choses, que Flask remove certains caractères by default, donc si on arrive à faire passer quelque chose sur le Nginx, bah, on voit ce qu'il y a derrière. Et vraiment, il a fait une étude de quelles sont les assumptions d'un parseur, quelles sont celles de l'autre, comment est-ce qu'on peut jouer entre les deux, let's go. Et c'est pas si compliqué que ça à faire, il y a un peu... Oui, il a même fait sa perversion, hein. Vraiment, c'est un fou malade. Ouais, non mais le travail derrière me matraque le crâne. On n'aura jamais tous les frameworks, tous les reverse proxy, tous les trucs comme ça, mais là, ce qu'il donne, c'est un cas d'étude, c'est une explication, c'est une espèce de textbook ou de tuto sur vous voulez commencer à en faire, très bien, prenez cette bible, comprenez son approche et ajoutez-en. Donc c'est vraiment super cool. Gros GG à donc Rafael da Costa Santos. Thanks. Shout out. English word. Ok, on enchaîne sur Yelp. Alors celui-là, pareil, j'ai eu un petit temps. Qu'est-ce qu'il voulait dire déjà? C'était pas comme le tricks du WordPress, mais c'était un peu le même chez Nani, le même ninjutsu drôle, où il se débrouillait pour avoir un canary qui allait être re-reflect derrière, qui allait ensuite trigger des choses. Pourquoi est-ce que je me le suis mis? Alors ouais, il avait un premier cookie. Ah oui, c'est ça qui était sympa. C'était la manière dont il a fait une espèce de cookie poisoning, où il va se débrouiller pour injecter 2 valeurs de cookies en un, mais qui, quand ça va être unpack côté serveur et renvoyé, va en set 2 et trigger une self CSS, mais du coup qui devient une plus self. Donc l'idée, est-ce qu'il a un petit... Alors setting un paramètre, ok. Il y a une feature dans Yelp où quand tu balances canary égale ASDF, derrière, ça renvoie Yelp main past canary ASDF. Donc en gros, il y a un pseudo-arbitrary cookie set. Ok. Suite à ça, il explique que les cookies, on les met cookie 1, point virgule, cookie 2, mais que lui, quand il envoie cookie 1, cookie 2, avec son truc, il se débrouille pour faire en sorte que son premier cookie soit set de manière arbitraire, mais que ça set de manière arbitraire un deuxième cookie qui lui est reflect et permet de faire l'arbitrary. Un espèce de... Comment dire? Cookie injection? Cookie cookie forging? Je sais pas, j'avais pas vu ça à beaucoup d'endroits, je l'ai trouvé assez marrante. Et c'est une manière assez alternative au cache poisoning pour trigger une self en pas self du coup. Donc ça, et bien sûr, bonus, on peut aussi se débrouiller pour mettre du cache. Donc là, concrètement, il a fait salade tomate oignon, quoi, ça fait plaisir. Ah oui, et au plus, pour monter l'impact, parce que bien sûr, l'argent compte, il s'est débrouillé pour faire un petit keylogger et montrer facilement comment tu pouvais générer une payload, comment tu pouvais faire un keylogger via trigger, et du coup choper de manière discrète tous ceux qui tombent sur ton cache et se connectent à Yelp. Donc c'est pas mal, c'est efficace, ça marche bien, le rapport est bien écrit. C'était nice à lire. Alors de mémoire, soit pas 10, soit la douille. Disclosed, Yelp. Non, si ça devait être dit. Alors fin du rapport. Dans les réponses là, non? 5K5 plus Boon. Oh, 6K en vrai ça va. Mais en vrai, c'est beau. Mais 6K sur le TLD de Yelp. Je sais pas à quel point il monitor, il avait revendu sur le Darknet. Mais c'est bon, toujours vrai. Mais après, bon, il aurait moins dormi aussi. C'est quand même très précieux le fait de pouvoir dormir. Hein. Ouais. Très précieux. Bon, Zenbleed, vous l'avez vu passer. On est extra late, clairement. Mais on est là tout de même. Alors, 2 choses sur Zen. 3 choses. Ça a fait du dégât. Ça fait toujours du dégât. Live Overflow a fait une vidéo incroyable dessus qui explique super bien, en plus avec Travis Ormandy, qui est celui qui a découvert ça, donc souvent un travail de groupe, mais apparemment celui qui a principalement le lead. Donc bon, très bonne vidéo, si vous l'avez pas déjà vu, YouTube, Live Overflow, Zenbleed, foncez. Et 3e truc, j'adore parce qu'en fait il a pris un proco et il a faisé, et ok, la faille est intéressante, il a trouvé un moyen de leaker des choses, mais il y a 2 choses qui dit qui à mon sens sont des claques. La première, c'est bon, bien sûr, il y en a plein qui sont dans l'hardware qui savent déjà. C'est la conception qu'on s'en fait en Pound de. Il y a des registres et c'est plein de petits segments mémoire qui sont
des petites boîtes hardware. C'est non. Il y a un fichier des registres qui est en commun pour tous les... Je vais dire des bêtises. J'ai envie de dire pour tous les process pour un CPU donné, mais j'ai pas envie de dire des conneries. Don't quote me, clairement. Relisez ou lisez. Et la deuxième chose qui est géniale, c'est ce qu'il a mis... Ils sont où les fans? Là. Cette chose-là. Cette chose-là, c'est génial. Parce que concrètement, il s'est débrouillé pour faire un système de fuzzing hardware et d'analyse des comportements. Il y a moyen, quand on fait des exécutions, enfin des assembleurs, des instructions, quand on fait des instructions, quand on fait exécuter des instructions niveau assembleur, en fait, on a moyen de demander avant ou après une instruction, qu'est-ce qui s'est passé, voir tous les petits endroits du processeur, quelles sont leurs valeurs, ou en tout cas au niveau vraiment micro, qu'est-ce qui a bougé, faire un espèce de snapshot du processeur. Et là, on ne parle pas des registres, on parle vraiment de tout ce qui est autour, encore plus fin, tous les petits niveaux d'information. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que, ok, il y a son programme qui s'exécute à gauche, cool, mais il débrouille pour mettre des fence à chaque fois, pour dire, soit il y en a un où ça va tracer, exécuter, et on va exécuter 4 instructions en traçant, en faisant du pipelining, en faisant de la prédiction de branche, et on va regarder qu'est-ce qu'il y a au début, qu'est-ce qu'il y a à la fin. Et dans le deuxième, on va certes avoir nos exécutions, nos instructions qui sont exécutées aussi, mais nuance, on va se débrouiller pour mettre des fences à chaque fois, donc bloquer la prédiction, bloquer le pipelining, bloquer tout ce qu'on peut, pour qu'en fait, ce soit lent, mais normalement, les deux sont censés avoir le même résultat, en fait. Même dans les micro-valeurs, peut-être qu'il y aura des différences de timing à certains endroits, parce qu'on n'aura pas bénéficié des gains de vitesse, mais tout ce qui n'est pas différence de timing, mais différence de valeur, tant que c'est des choses qu'on peut lire, ça veut dire que ça leak des infos. Ça veut dire que le comportement nominal qu'on a à gauche est celui... Enfin, le comportement qu'on a à gauche et celui de droite, qui est censé être le comportement référence sans optimisation, ne sont plus les mêmes. Et du coup, en ayant... Concrètement, il a fait un système de... Je vous fais des instructions, et j'ai un harness pour détecter ce qui se passe de manière non attendue. Et voilà, juste le fait d'avoir ce petit graphe, là, ce petit schéma, ça fait le café. Donc voilà, l'idée, c'est juste lire au bon endroit, profiter d'un registre qui n'est pas nettoyé, et let's go. Mais concrètement, je vais pas présenter ça, allez voir les vidéos de Live Overflow. Moi, c'est juste la technique, pas de l'exploit, mais la technique de détection de l'exploit qui m'a le plus chauffé. Je trouve génial. Worth reading. Alors, on enchaîne sur Erno, qui est un bébé de Root Me, je présume, aussi. C'est génial. Ah, MDR, c'est Das. J'abuse. Bon, bah, coucou Das, si un jour tu vois ça, long time aussi, c'est quand qu'on fait les prochains podcasts. Ça doit faire un an, on faisait des trucs ensemble. Bref. Toujours est-il, il a sorti ça, j'avais pas vu que c'était lui, donc c'est très content, encore mieux. C'est incroyable, il montre comment avec un petit peu de hardware à pas grand chose, bah, y a moyen de juste voir le design de BitLocker qui te permet de, donc ça te permet de booter ta machine, donc suivant la config, booter ta machine sans lui introduire de secret. Donc il dit bah oui, mais si ça boot et que ça déchiffre, ok, le disque il est chiffré at rest, et ensuite il y a Windows. Mais si, enfin Windows qui te prompte avec le PIN pour quand même protéger ta session, etc. Si ça boot, ça passe de j'ai pas de code à je suis chiffré, et enfin j'ai pas de code, je suis chiffré à je suis plus chiffré et j'attends de booter le système, mais tout a été déchiffré. C'est que le code ici passe à un endroit. Donc il a pris ce postulat de départ, il a juste regardé un petit peu sur sa puce où est-ce qu'il fallait ce plug, il a sniff les choses de manière hardware, cool. Une fois qu'il avait la trame vraiment qu'est-ce qui se passe, donc 3 layers. Une fois qu'il a la trame SPI, il s'est débrouillé pour la décoder en TIS, aucune idée. En tout cas, il a fait le décodage de la trame. Et ensuite, il y avait le protocole TPM2 qui était encapsulé. Donc il me semble qu'il a essayé de refaire un peu un dissecteur, les petits gros décodeurs. Voilà, en gros, ça marchait so-so, quoi. Ça vite fait marcher. Et une fois qu'il a eu ça, il a pu choper les trames de TPM 2.0 et voir l'endroit où il y avait le code de Unseal et la réponse. Et en se débrouillant pour Awesome Tool. Ok. Système de gestion. Oh là. J'ai eu très peur. J'ai cru que ça avait fait des choses bizarres.
Ok, du coup, le tool qui permet de décoder les trames comme il faut, et une fois qu'il a ça, bah, il a pu voir un petit peu quel type de message passait, quel était le code que contenait le buffer, et derrière, du coup, bah, il a pu se débrouiller pour écho la clé, passer de hex à byte, et derrière, dislocker, faire du fuse, monter le disque, le déchiffrer, et zou. Et derrière, bien sûr, remplacer... il fait quoi? Il fait... Ah oui, shift. Le touche rémanente remplacée par cmd.exe. Donc derrière, tu fais shift, 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 shell. Donc Faut quand voilà. même avoir accès au hardware de l'ordinateur. Oui, mais en même temps, un bypass de disque chiffré, c'est parce que t'as volé le PC. Parce que si tu Oui. le pètes à chaud, le chiffrement, tu t'encarres un peu. Mais voilà, je trouve ça bah, déjà Cocorico. Double Cocorico parce que France plus RootMe. Et bah, article ultra clean. Mec chouette. Et surtout le côté... Oui, je l'ai fait avec ça, mais je vous recommanderais pas d'utiliser ce genre d'outil. Donc clairement, tu vois qu'il vend rien, mais tu vois quand même que même avec du petit matos, il me semble qu'il parlait de 100 balles, un truc comme ça. Voilà. Acheter 100 $ tout compris en 2021, avec un peu de thunes, un peu de temps, enfin avec peu de thunes et beaucoup Et de beaucoup temps, de je temps. présume, et ben t'arrives à dire fuck it BitLocker alors que c'est juste ce qui est recommandé partout, quoi, voilà. C'est bien chiant parfois de trouver de la doc de carte mère pour trouver ta puce TPM. Très vrai. Ça dépend de l'implème, ça dépend d'à quel point ça a été soudé proche, ça dépend. Là, il était dans un cas qui était pas le pire. Mais bon, après, quand on se donne les moyens, il y a toujours moyen de dire. Je suis d'accord, des fois c'est sûr de trouver la carte mère quand on fait en sorte de trouver les bonnes datasheets. Si vraiment c'est compliqué, bah tu trouves la personne, une batte et tu menaces ses genoux et les codes ils marchent aussi. Hein. C'est une manière de faire. Toujours à but éducatif. Hein. Non mais on parle du postulat qu'on est les méchants. C'est ok, ne le faites pas ça chez vous. On part de ce postulat, toujours à but éducatif. C'est ça, pour former la masse. Bon, introduction to Session Hijacking Visual Exploitation. C'est un article 2023, c'est absolument pas nouveau, mais juste ils réalisent un tool et je trouve ça sympa. Après, ils payent crédit, ils disent voilà, BIF permettait déjà de faire ça à peu près. They don't allow remote visual interactions. C'est vrai qu'il y a moyen de copier un browser remote, mais pas forcément moyen d'interagir. Donc cet outil-là, c'est un système de XSS, WebSocket et j'en passe. Secure WebSocket, secure. Et il y a moyen de soit voir ce qui se passe dans l'écran de la personne chez qui ça trigger, soit moyen de interagir. Donc concrètement, hein, c'est littéralement un reverse shell, sauf que c'est un browser qui fait des clics-clics. La petite démo est la suivante. Bon, on s'en fout de leur truc, il y a moyen de l'exposer chez soi. Mais l'idée, c'est qu'on va trigger une XSS à gauche et à droite. Paf, nouvelle session, et il y a moyen de passer en visual et de voir une copie. Donc à droite, le visual, à gauche, la victime. Et on voit qu'on a vraiment moyen d'avoir un render de tout ce qui se passe. Donc c'est sympa, ça permet de browse, ça permet de faire des choses vraiment styles. Je ne sais pas trop si le interact de droite... Je pense qu'il fait que du visual là de mémoire. Ah non, c'est sa session en haut et là il fait du interactif. Donc je sais pas à quel point l'interactif de l'attaquant est reflété. Je pense que l'interactif de l'attaquant est reflété sur la victime. Donc outre le fait de pouvoir faire du browser coopératif as a feature, pensez-y, ça veut dire que même si votre Google Doc n'est pas partagé, vous pouvez faire du Google Doc partagé. C'est quand même pas génial. C'est bien ça. N'est-ce pas? Outre ça, je trouve ça quand même assez sympa comme concept. Moi, ce que je m'étais amusé à faire, c'est un reverse XS shell, où en gros tu te débrouilles pour avoir une payload XSS qui trigger genre chez toi, et il y a une WebSocket qui revient chez moi, et j'ai juste un petit prompt en CLI, et je peux taper du JS qui va être eval dans ta console, et le retour il revient chez moi. Donc je peux juste essayer de faire du cookie, ou de faire des redirections, ou de faire dumper le DOM ou le body en boucle. Pas mal de choses à faire. Là c'est juste un peu next level, sûrement beaucoup plus lourd, mais un peu next level. Mais en tout cas, c'est sympa de pouvoir juste wait and see. Genre, ta victime, tu peux te dire que tu es en train de boire ton petit café et t'attends que ton red team avance et tu regardes tiens, j'ai 2 sessions, tu t'en mets une sur chaque écran. Et t'attends de voir que quelqu'un fasse des actions sensibles. Au moment où il fait des trucs, bah, t'attends que ça bouge plus et tu t'ajoutes un compte en speed ou je sais pas. Genre, juste, si tu sais pas comment utiliser une application, t'as une XSS quelque part. L'application. T'as la démo de quelqu'un en live?
Bah ouais, voilà, tu sais pas l'utiliser. C'est compliqué en pentest, des fois t'as aucune idée de comment marche la partie métier d'un truc que t'as pété. Est-ce que t'as envie de passer sur les tiens? Vas-y, on va Allez. en faire un. Alors, celui-là il m'a bien fait rire. C'était un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est l'histoire d'un gars qui s'est fait arrêter, alors pour tout un tas de motifs, des motifs qui font sourire et des motifs qui font pas du tout sourire. Et encore, ils font sourire qu'à moitié ceux qui font sourire, mais en gros, le gars pour la recherche, toujours à but éducatif, pas du tout, a développé un shellcode qui apparemment fonctionnait très très bien. Le problème, c'est que ce shellcode qui fonctionnait très très bien, plutôt que de le mettre sur GitHub et de dire attention, regardez, ça marche comme ça, il a décidé de se créer un compte sur son marketplace préféré auquel il se connectait avec son navigateur Tor et de se faire un maximum d'argent. Je crois qu'au total c'était genre 19 bitcoins, donc le gars s'est fait quand même un sacré paquet de fric. C'est clair. Mais t'entends 19 bitcoins, on parle d'une amende de 50K. Donc Ouais. clairement pas 19 bitcoins. Ouais, mais il y a eu la saisie de ces bitcoins et derrière il va devoir payer. Ok. Et en plus, oui, effectivement, Cocorico. Mais bon, là, Dommage. bon, si tu regardes la fin du paragraphe qui est en haut, tu vois qu'il a détention d'images. Voilà. Ah, Voilà. oui. Il s'est fait arrêter aussi pour tout un tas d'autres choses. Mais bon, la journée, il était alternant chez Orange Cyberdéfense. Ouais, Attends. ça c'est le détail. Ce dernier n'avait pas conscience de la gravité de ses actes, a appelé son avocat Clément Pialou, RIP le nom. J'étais tout seul, c'était une sorte d'addiction, ajouter cet informaticien aux airs de Tintin, également poursuivi dans une procédure incidente pour détention d'images tristes. Ouais. Ok, c'est le commentaire a rien à voir là-dedans. Non mais c'est terrible. Voilà. Bon, l'article il vaut ce qu'il vaut sur un site qui vaut ce qu'il vaut. Après voilà, j'ai trouvé l'histoire intéressante, le fait divers intéressant. Après, donc, du coup, on a regardé après parce qu'il a open sourcé le shellcode. Non. Enfin, je l'ai pas trouvé. Mais peut-être qu'il se retrouve. Hein. Alors, il y a des endroits où c'est sûr et certain qu'on peut le retrouver et l'acheter. Certes. Ah oui, attends. C'est demande partielle des charges, le ministère public a souligné à l'audience les liens plus qu'équivoques de Frenchy avec les groupes rançongiciels tels que Reveal, Sodinokibi. Ah ouais, non mais non. Le chat lui à l'audience où le correspondant de Frenchy lui a demandé s'il y a des contacts dans cette industrie. Fournir des accès à l'administrateur. Ouais, bon, ok, non mais faut pas faire ça aussi. Faut pas faire ça. Voilà, bon, c'était bien puisque ça montrait un peu l'exemple. Voilà, vends pas ton shellcode pour te faire plein de sous, puisque de toute manière, tu vas prendre 20 ans de prison et 50 000 € d'amende. En plus de la saisie de tous tes bitcoins. Mais ça J'espère qu'il avait d'autres palettes. Ouais, j'ai aucune idée sur la fraîcheur des articles que je présente. Aucun souci, de toute façon, c'est parler de trucs qui nous intéressent, même si c'est pas récent, c'est pas bien grave. Il me semblait que c'était pas trop c'est 26 octobre 2023. Ouais. Mais c'est bizarre parce que pour le coup, Frenchy Shellcode bin, analyse au Frenchy Shellcode. Peut-être juste le temps que ça a mis pour trigger. Attends, Holopass, pourquoi ils font l'end de ça? C'est... Qu'est-ce qu'ils branlent? Qu'est-ce qu'ils font? Allez, les sous-titres, dommage. Je comprends pas du tout, parce que tu vois, genre là, ils ont un len de tout ça. Et genre, si tu prends le len de ça, et qu'il est référencé nulle part ailleurs, bah il sert à rien. Je me demande si c'est pas du troll en vrai. Parce que, tu vois, ça parle de Frenchy. Ah, Frenchy Shellcode qui est là-dedans. Ah, ouais, t'as un bin. Regarde à côté. S'il lit une ressource externe, c'est good. Ouais, juste là. Ok. Bon, bah en vrai, il y a des papers. Je pourrais ajouter ça à la rigueur. Shellcode plus AutoEase. Aucune idée. En vrai, on sait tellement pas si on parle du bon que... Flemme. Later. Ok, intéressant. Alors celui-là, alors moi c'est plus le blog, enfin l'article est bien, mais j'ai découvert le blog d'Andrea Fortuna. Voilà, il fait des petits posts intéressants. Ce que j'ai bien aimé dans ses articles, c'est qu'il va droit au but.
Tu peux voir la longueur de l'article, c'est pas énorme. Ah oui, je suis zoomé à fond, mais c'est parce qu'il donne les AI aussi et tout. Voilà, à la fin, Ok. il te met les IP qu'il faut absolument que vous bloquiez si vous travaillez sur un SOC. Et puis sinon, voilà, il présente un petit peu le mode opératoire d'un groupe qui s'appelle Scattered Spider, qui est aussi connu sous le nom de Octotempest. Et donc voilà, on voit un peu comment ils ont transité d'attaques à base de sim swapping, social engineering vers du ransomware, Ce qui est marrant, c'est qu'on du voit aussi phishing, des trucs comme ça. l'évolution de leur cible. Ouais, tout à fait. Donc petit article qui montre un petit peu en fait les changements qu'une équipe a eu au cours du temps en fait. Et en vrai, ça évolue vite, hein, parce que passer de 2020, enfin début 2022 à mi-2023, ils ont commencé donc à base de sim swapping, jusqu'à faire des gros takeovers, réexploiter des leaks, puis déployer du ransom, Mm. avec du phishing, du social engineering, affilié avec un ransom et donc sûrement un ransom as a service. Ouais, non, ils sont chauffés, hein. C'est ça. Pas du bon côté, Ils mais ils sont sont allés chauffés. vite, c'est ça. Et peut-être que dedans ils utilisaient un Frenchy shellcode, qui sait. Identified by CrowdStrike. Je sais toujours pas quoi en penser. Genre, franchement, on fait des. On le milieu de la sécurité, c'est un peu la tristesse, hein. On parle de exploit, mais du coup, on release des POC pour pouvoir tester. Ouais, du coup, ça arme des méchants. CrowdStrike qui fait des C2 et des beacons non détectables pour les test red team. Au final, une version craquée se retrouve très vite utilisée ailleurs. Le boîtier Celebrite, same. On remue du vent. On remue du vent. Ouais, On parle de tech parce que c'est une passion, mais à côté de ça, politiquement parlant, on remet du vent quand même. c'est ça. Heh. Voilà, bon, c'était pas un article, voilà, c'était court, ça montrait le truc, moi ça m'a intéressé. Et Non, à c'est la sympa. fin, ce qui était marrant, c'est qu'il donnait les références, il donnait les hash des fichiers, il donnait les IP, il donnait des adresses mail utilisées. Ah non, ça c'était sur un autre, pardon, pour les adresses mail. Est-ce que je suis matrixé? C'est pas du AWS ça? Non, ça a dû sauter depuis. Trop matrixé. Ok. Next. Ça c'est un site alors sur lequel il y a plein de trucs. Je me suis retrouvé sur les tools. Mais en fait c'est un site sur lequel il y a plein de ressources, il y a des articles, il y a des Est-ce qu'il y en a un en présentations de tools. particulier qui t'a régalé ou c'est juste là t'étais sur. Eh ben, je suis tombé dessus vraiment par hasard et j'ai vu. Non, il y en a pas un en particulier qui m'a régalé. Juste, j'ai trouvé l'interface du site. Alors l'interface pas forcément jolie, mais assez pratique. C'était assez facile à naviguer. Voilà. Ok. Rien de particulier, mais j'ai trouvé des petits tools et tout, des petits articles à voir. Ok. Rien de Bon, là, particulier sur ça a l'air. celui-là, mais Ouais, en fait, ça a l'air d'être un peu un arsenal, mais on va rester sur le offsec tools. Sinon, on va se ouais, faire taper dessus par ouais, Marge. c'est clair. Bon, voilà. Il t'en reste 3. Ça, j'en refais quelques-uns et je te repasse la main? Vas-y, je t'en prie. Allez. Alors, Annoying Apple Fans à base de Prank Flipper 0. Un gars qui s'amusait. En fait, l'article est marrant. C'est un peu raise awareness, machin. Mais soit je suis passé à côté d'un gros truc, soit juste il explique ce que c'est qu'un paquet Bluetooth advertising. Et derrière, il montre qu'on peut les capturer. Et derrière, il montre que, ok, ils sont là. Et ensuite, il montre que, bah, vite fait, comment on les déchiffre, comment on les dissecte. 90% de la donnée du paquet ne sert pas à grand chose a priori, donc je sais pas s'il se fie au dissecteur ou s'il réémet à chaque fois pour voir ce qui se passe. En tout cas, en même en dichotomie, en enlevant que la moitié, puis re un peu, puis re un peu, on se rend assez vite compte de ce qui est utile ou non. Et du coup, il se rend compte qu'il peut en spoofer et faire croire qu'un appareil est présent à un endroit ou pas ou à un autre. Flipper 0 Bluetooth Prank, c'est littéralement spoofer un paquet d'advertise et le réadvertise. C'est sympa, hein. Il montre comment le faire avec le flipper et tout, il montre que ça peut émettre, mais ouais.
Ah, Ouais. c'est marrant ça. Bah, je sais pas, c'est ce que ça vaut un article de juste Ouais. capturer un paquet et le rejouer. Est-ce qu'il y a besoin d'un firmware custom pour capturer un paquet et le rejouer? Je sais pas. Pour moi, c'est pour ça que je dis que soit j'ai raté un truc, Ouais, soit c'est sympa, ça fait un petit tuto entry level, tu vois, c'est ok. ouais, c'est ça. C'est ok. Je vais aller l'installer sur Xstream et puis je vais hijack les AirPods de quelqu'un. Mais c'est juste le. Ça fait pas le handshake, c'est pas l'authentification, hein, c'est vraiment juste spoofer le broadcast, juste dire je suis device, bonjour. Ah ouais. Oui. Ouais. Oui, si t'as pas implémenté le protocole, là c'est juste ça spoof le paquet d'advertise. Hmm. Donc bon, en même temps j'ai pas regardé non plus le git qui donne. T'as un peu de pub. Compact, debug non, verbose ok. What? Attends, make sure you have enough space to clone the source code, ok. Ah, ok. J'avais raté le drop-down. Il donne un moyen, du coup, de savoir quel code va générer... T'as raison, il y a peut-être moyen... Attends, a link to effortlessly select the type of notification you'd like to display on nearby iOS. Ah, Donc il s'est quand même fais un chauffé à truc. faire le code C pour pouvoir faire ça. Ça a l'air d'être... Soit c'est un peu plus complexe que juste remontrer quelque chose, soit il a fait un truc un peu plus sympa. Byte fee succédé, Ouah, 700 lignes de C pour spoofer un tag. Complicado quand même, hein. Complicado. Mais bon, c'est bien, ça existe. C'est un début. Fait des bases pour plus de bêtises.